Alors ce que je propose comme règle du jeu, attendez avant de passer les micros, donc la règle du jeu c'est celle-ci, on prend plusieurs questions à la fois et ce qui permet à chacun de répondre selon sa discipline, son souhait, sa possibilité, il y aura peut-être des regards croisés. Donc si vous voulez bien, on prend là une première série de questions pour voir ce qu'il en est. Si vous êtes attentif à ma question, vous saurez à qui elle s'adresse. Lorsque j'observe une scène compliquée, je l'observe avec attention par l'intermédiaire d'un clic sélectif. Pour avoir toutes les données de cette scène compliquée, je suppose que je fais translater ce fil, où j'en modifie les caractéristiques. Est-ce que vous parlez de produit convolution dans ce sens-là? Pas tout compris. Translation des, non, mais même, translation des filtres attentionnels okay. Et de leur modification structurelle. Est-ce que vous parlez de produit de convolution? Est-ce que vous raisonnez en produit de convolution? Voilà. Donc effectivement, je vais vous l'expérience ok. On a en tout cas identifié à qui s'adressait la question. En effet, on la garde en suspens. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, bonjour. Il est par là. Il est par là. J'avais deux mini-questions dans le désordre pour Madame la philosophe. Dans mes vieux cours, j'ai entendu parler du Dasein, ce qui me faisait penser à la présence, la préséance, et notamment par rapport à ces effets de surprise. Donc effectivement, dans certains états détendus, on peut avoir une présence, une préséance, et ne pas sursauter quand il y a un bruit, donc avec la surprise, l'accueillir et ne pas avoir forcément tout le processus émotionnel derrière. Voilà. Donc est-ce que ces notions de Dasein rentrent dans vos réflexions ou pas? Et j'avais une question plus noradrénaline. Vous avez parlé du locus coeruleus, vous avez parlé dans l'effort attentionnel de la dilatation pupillaire. Donc il y a cette histoire d'hormones quand même qui peut s'apparenter peut-être dans mes vieux souvenirs au stress également. Donc est-ce que l'effort attentionnel peut dans certains cas s'apparenter à un niveau de stress et un éveil du stress, voire dans l'hypervigilance? Est-ce qu'on peut retrouver ces notions-là de stress qu'on peut retrouver physiologiquement? Voilà, je passe à la Est-ce qu'il y en a d'autres? André, oui, bonjour. À la vue de mes notes, j'ai compris que l'attention pouvait être variable, détournée, captée, absorbée, poussée, interrompue. Et en fait, j'ai une question pour chacun d'entre vous. Si vous pourriez partager avec nous un conseil au vu de votre domaine d'expertise pour améliorer votre attention. André. Juste, j'ai été interpellé par la notion de relation pas prédéterminée, mais ma question ne s'adresse pas que à Madame Desprats, puisque nous avons entendu qu'il y avait une prédétermination sur le plan historique, sur le plan des structures, tout ce qui structure notre perception. C'est mes mots à moi, mais vous voyez de quoi je veux parler, et tout à la fin du dernier exposé, le rôle des émotions également. Donc je m'interroge sur la possibilité d'une relation pas prédéterminée dans ces différents contextes. Bonjour, ma question s'adresse plutôt à M. Aguilar. Quand il a parlé de top-down et de bottom-up, j'aimerais qu'il nous dise déjà en français qu'est-ce qu'on peut dire à la place. Et surtout comment ça s'applique par rapport à l'exposé qu'il nous a fait. Encore, il y a au fond, Madame en jaune. Dans mes différentes présentations des différents modèles d'attention, j'ai cru reconnaître ce que moi je nommerais peut-être une attention focalisée ou attention ouverte. Et j'ai l'impression, je voudrais savoir des différents points de vue, par exemple du point de vue de la philosophie, votre approche, ou celle des neurosciences. J'ai cru
cru reconnaître ces différents types d'attention, mais pas nommés de la même manière, et avec donc un langage différent, mais aussi peut-être une approche différente. Par exemple, là, vous avez parlé d'attention focalisée avec la redirection et la conscience, ce que vous appellerez la conscience de ce qui se passe, et après avec une attention plus ouverte en lien avec un aspect contemplatif. Et si je reprends un des schémas que vous avez montré là pour la neuroscience, c'était quand on devait regarder la lettre L. C'était focalisé, et puis après il y avait l'histoire de la croix, et en même temps on pouvait, d'une certaine façon, rester focalisé avec une note un peu ouverte. Et donc, est-ce que c'est la même chose que vous parlez, avec un point de vue différent? Voilà. C'est clair. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Soyons magnanimes. Je suis à côté. Ouais. Juste, est-ce que c'est possible de faire un lien entre l'attention et la détente? La détente. Et la détente. L'attention et la détente. On a des questions comme on les aime. Ok. Donc, à chacun de choisir si la question ne le concerne pas, pardon. Et moi, je commencerai en douceur par le petit conseil. Je trouve c'est une bonne question pour commencer les échanges. Est-ce que chacun aurait un petit conseil concret, pratique, pour développer l'attention et comment ce qu'il veut? Non, il faut que je donne la parole. Et Nathalie, si vous voulez bien commencer. D'accord. Alors, comme c'est une question effectivement assez ouverte, donc moi je vais parler par expérience personnelle. Je ne sais plus qui a posé la question, voilà, c'est ça ce que je regardais monsieur, en fait, je me suis rendu compte que non. Alors, en fait, personnellement, moi, pour améliorer mon attention, je m'arrange pour dormir le plus possible. Et je me rends compte que plus je dors, plus je suis attentive. Ce sera la surprise jusqu'au bout, n'est-ce pas? Je me tourne. Oui. Oui, ben, peut-être je vais en donner deux, mais il y en a un qui n'est pas très original, puisque j'en ai déjà parlé, en fait, c'est la méditation, puisque justement, c'est pas évident, mais c'est un des rares cas où on a pu démontrer justement qu'il y avait un effet positif sur l'attention, justement. Parce qu'il y a beaucoup maintenant d'études qui sont faites sur des techniques de réadaptation ou des techniques de ce qu'on appelle neurofeedback, qui sont censées nous permettre d'améliorer certaines de nos capacités comme l'attention. Mais c'est pas du tout évident d'avoir des résultats probants en fait, dans ce genre de technique. Et là, il semble quand même que sur la méditation, vu la quantité d'études qu'il y a eu, ça paraît quand même assez crédible et réel. Donc ça marche. Alors moi, d'un point de vue plus personnel, ce qui marche pour m'aider à me concentrer, en tout cas, c'est la motivation. Et donc, voilà. Donc, et je sais que parfois, s'il y a quelque chose que je n'ai pas envie de faire, mais qui me demande mon attention, bien, il faut que je me choisis ma propre carotte pour pouvoir me motiver à aller jusqu'au bout du travail, en sachant qu'après, je me permets quelque chose d'agréable pour pouvoir passer à travers ce moment un peu plus difficile, quoi. Voilà, donc chez moi ça marche. Michel. Ma technique personnelle, c'est la compréhension. C'est-à-dire comprendre le contexte, comprendre ce qui se passe et comprendre les différentes instances qui sont à l'œuvre. Un exemple, j'ai eu récemment faire une intervention dans un colloque où il s'agissait d'examiner la question des violences, et notamment la violence en politique. Et mon approche pour moi, pour pouvoir être vraiment attentif à cette question, mettre de côté totalement les émotions, enfin autant que j'en sois capable, et pouvoir vraiment rentrer dans le sujet, c'est de comprendre les ressorts de la violence politique, et notamment le fait que la violence est un outil, un instrument de la politique. Et donc je conseille de revoir
les travaux du XIVe siècle, qui sont comme si on venait juste d'éteindre la télé hier soir, de Ibn Khaldoun, qui a fait des travaux absolument fabuleux sur cette question et qui permet de comprendre effectivement. Voilà. Donc moi j'ai besoin de la compréhension pour pouvoir activer les différentes instances de l'attention qui ont été développées tant par l'un que par l'autre de mes collègues à ce panel. Je ne suis pas censé répondre à la question, néanmoins. Et ça permettra de glisser vers une autre question pour vérifier. Je pense qu'un des éléments de l'attention nécessaire pour qu'elle se développe est la détente. Et probablement pour nous occidentaux, c'est une des conditions indispensables, nécessaires pour que l'attention puisse se développer. Et d'ailleurs, puisque la question a été posée, je la pose, qu'auriez-vous à dire sur la détente par rapport à l'attention? Je ne sais pas s'il y a des éléments de réponse à cette question-là. Non, okay. La détente par rapport à l'attention, il n'y a pas eu de question exactement comme ça. Si. C'était la dernière. Vous voyez que je suis attentif. Ce sont les travaux pratiques. Nathalie ? Je peux faire une réponse qui n'est pas une réponse personnelle cette fois, qui serait une réponse plus de référence, enfin, et voilà, plus conceptuelle aussi. Il y a un psychologue, enfin un philosophe qui s'appelle Karl Stumpf, qui est un auteur de la fin du 19e, qui a écrit un très beau livre et très difficile livre qui s'appelle La psychologie du son. Et dans ce livre, notamment, parmi toutes ses analyses, il insiste bien sur la très forte relation entre la détente et la tension. Alors en allemand, ça s'appelle Entspannung, Spannung. Hein, c'est le voilà. Quand on dit qu'on est gespannt, ça veut dire on est tendu vers. Enfin, on est vraiment dans la tension. Mais lui met vraiment les deux en relation. Hein, donc en fait, encore une fois, il ne les oppose pas. Enfin, et il considère qu'il y a là aussi une sorte de processus qui est le processus même du vivant, en fait, que nous sommes. Donc qui concerne aussi bien les animaux que nous, d'ailleurs, en tant qu'êtres humains, et qui fait que sans cesse, on est dans cette sorte d'alternance ou de relation entre une phase de détente et une phase de tension, et que effectivement, enfin, c'est pas mécanique au sens où l'un ni conditionnant, c'est-à-dire il faut pas être détendu pour être tendu. C'est pas il n'y a pas un mécanisme causal qui serait contraignant, mais finalement le processus même du vivant est un processus où sans cesse se succèdent des phases de détente et de tension. Voilà. Petit constat. Michel, tu voulais rajouter? Oui, je voulais rajouter parce qu'effectivement, j'avais noté la question, donc je me suis rendu attentif. Mais l'idée que j'ai de ça, c'est de jouer avec, puisqu'on en a les capacités, c'est flexible, on l'a vu, vous nous les avez montré tous les deux, de jouer avec les capacités de focalisation et de défocalisation. Je veux dire par là que lorsqu'il y a un sujet qui accapare l'attention, souvent il est soit trop précis, à ce moment-là on se sent complètement comprimé et absorbé par le sujet en question. Donc à ce moment-là, la détente, c'est la défocalisation, ou bien au contraire, le sujet est flou et difficile à cerner et quelque peu hermétique. Et à ce moment-là, un effort de focalisation permet, et je pense que focalisation, défocalisation, ce qui n'est pas très loin de Spannen, permet justement d'avoir cette flexibilité. Parlant de la focalisation, il y avait la question sur l'attention focalisée, l'attention ouverte. Et l'attention ouverte qui serait plutôt du domaine de la vigilance, si j'ai bien compris la dernière intervention de Nathalie. Et on a besoin d'un retour sur attention focalisée, attention ouverte, attention vigilance, le point de vue de la philosophie, le point de vue des neurosciences. Peut-être Michel aura quelque chose à dire dessus. Oui, donc là je peux commencer. Oui, donc la question c'était aussi de savoir si c'était en lien avec ce que j'avais montré au départ, avec quand on doit fixer la croix dans ce que j'ai appelé l'attention non manifeste.
Je dirais non, parce que là c'est aussi un exemple d'attention sélective. C'est vraiment, c'est pas parce qu'on fixe notre regard sur la croix que notre attention est sur la croix en fait. Et donc d'ailleurs on peut le montrer ça objectivement. Par exemple, s'il y a quelque chose qui se passe sur la croix pendant qu'on est en train de faire cette tâche, on ne le verra pas. Notre attention elle est vraiment ailleurs, bien que le centre du regard soit placé sur la croix. Donc par contre, cette notion d'ouverture de l'attention, c'est plutôt en rapport avec ce que j'ai appelé l'effort attentionnel. Et parce que l'idée, et alors avec ce qu'on appelle en anglais, désolé, ça s'appelle arousal, et il n'y a pas vraiment de bonne traduction malheureusement en français, on peut dire éveil, mais c'est pas tout à fait ça. Et donc on définit comme étant justement à quel point le cerveau va réagir aux stimuli, va être réactif. Et c'est plutôt ce phénomène-là qu'on pourrait décrire comme étant l'ouverture, puisque c'est la capacité du cerveau à répondre à ce qui lui arrive, peu importe ce qu'il est en train de faire, peu importe quelle tâche on est en train de réaliser à ce moment-là. Donc c'est plutôt cet aspect-là qui correspond, je pense, à ce que vous appelez l'ouverture. Voilà. Oui, c'est une question complexe. Hein. C'est vous qui la posiez, hein, c'est ça. C'est une question complexe. Je pense que oui, je suis d'accord avec vous. C'est pas la même chose qui est en jeu. Moi, je répondrais à deux niveaux. C'est-à-dire, il me semble que si on est juste sur le terrain en phénoménologie de la perception, on peut construire une analogie à ce niveau-là entre l'expérience que vous mentionniez, qui est une expérience donc de focalisation sur un point et en même temps de capacité à se déplacer sur d'autres points, point et l'être. Donc la mobilité en fait de l'attention, elle peut nous permettre de rester focalisé, mais d'avoir quand même en ligne de mire dans l'horizon, dirait Husserl, d'autres dimensions qui sont présentes et sur lesquelles éventuellement je vais me refocaliser. Donc on va avoir un changement de focalisation ou au contraire une focalisation et Husserl parle de co-perçus, de choses qui sont co-perçues, qui sont présentes dans le champ de l'attention, dans le champ, du coup on va parler de champ d'attention, mais qui sont pas centrées sur le point focal. Donc ça c'est peut-être un point qui pourrait être commun. En même temps c'est vrai qu'il y a l'autre expérience que vous mentionniez qui est l'expérience de cécité inattentionnelle, hein, où dans l'expérience du jeu de cartes, où en fait le fait d'avoir son attention dirigée sur l'activité même du magicien fait qu'on n'est pas attentif au contexte. Mais en même temps, moi je rajouterais sur cette expérience, justement, je créerais une relation avec le plan, disons, plus phénoménologique, parce qu'en réalité, quand il n'y a pas d'attention, quand on ne voit pas, hein, c'est pour ça qu'on parle de cécité, parce qu'on ne voit pas les autres éléments de couleur, par exemple, qui ont changé, on a une cécité de l'attention, et en même temps, alors la phénoménologie va dire, en fait, c'est pas aussi simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté l'attention et puis de l'autre côté la cécité, parce que ça c'est encore assez binaire de voir ça comme ça, mais en fait ce qui se passe dans le champ de mon attention que je ne vois pas, effectivement, de manière explicite ou consciente, en réalité j'y suis présent. J'y suis présent d'une autre façon, et Husserl lui parle de synthèse passive à ce propos. Et il dit, en fait, c'est une attention que, par ailleurs, les psychologues ont eux-mêmes décrit comme une attention passive. Par exemple, quelqu'un comme William James, psychologue de la fin du XIXe siècle, anglais, a décrit ça comme une attention passive. Donc, en fait, il y a une attention préconsciente, d'une certaine façon, qui est là, qui est latente peut-être, et qui, si elle est activée, c'est-à-dire que quand on va revisionner, comme vous l'avez fait, du coup, notre attention va être attirée explicitement, va devenir consciente, va devenir active. Et du coup, on peut mieux voir à ce moment-là la dynamique entre les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple opposition entre mon point de focalisation et puis le reste, je ne l'ai pas vu, donc je n'ai pas d'attention, absence d'attention. Mais c'est quelque chose qui s'active justement, hein, donc qui peut émerger à la conscience.
Il me semble que, voilà, vous voyez, par exemple, là, on a un bel exemple d'articulation entre une expérimentation qui est extrêmement parlante, en fait, cette expérience de cécité inattentionnelle est très parlante, et comment on peut la réinterpréter dans un format phénoménologique en lui donnant quelque chose de plus dynamique dans la compréhension du passage de l'activation de l'attention et du passage d'un mode passif à un mode actif. Donc les deux, à mon avis, peuvent se... Il y a beaucoup de cas de figure où les différentes formes d'attention peuvent s'articuler avec des vocabulaires différents et en même temps peuvent être repensées ou réinterprétées dans un cadre ou dans l'autre. Vous voyez, comme une sorte de passage, un passage d'écluse, quoi, d'un champ à l'autre. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, Attention et vigilance, j'ai pris ces différents cas et j'ai essayé de les repenser l'un par rapport à l'autre, pas les opposer, parce que mon but c'était vraiment de croiser les approches et de tirer parti et fécondité de chacun des champs, mais de montrer comment ils peuvent se coordonner en réalité, plus que s'opposer. Donc bon, je n'ai pas répondu, mais j'essaye de trouver une voie. Contextuelle. J'ai l'impression que c'est la notion de processus qui est au cœur de l'approche, n'est-ce pas? Le stress. Le stress en lien avec l'effort intentionnel, l'hypervigilance, est-ce qu'il y a des choses à dire par rapport à la question? Ben oui, en effet, c'est tout à fait ça, puisque on sait que, donc, justement, j'en ai parlé juste avant, donc c'est l'arousal, donc c'est, on va dire, niveau d'éveil. Il a une relation qu'on appelle en U inversé avec la performance, avec notre capacité attentionnelle, en fait. Et avec la performance en général. Et cette relation en U inversée, parfois on parle d'étouffement sous la pression. C'est l'idée selon laquelle si on dépasse un niveau d'éveil qui est optimal, on va dire, si on va trop loin dans le niveau d'éveil, alors ça devient contre-productif et ça devient du stress en fait. Et donc, en fait, le stress lui-même s'accompagne d'une augmentation de la noradrénaline, donc c'est le même mécanisme. Il y a aussi d'autres processus qui sont en jeu au niveau périphérique, accélération des rythmes cardiaques, etc. Mais c'est tout à fait lié, en effet, et on pense que cette partie descendante de la courbe en U inversée, quand la performance commence à diminuer, c'est le phénomène de stress, en fait. Donc, voilà, au départ, il y a un recrutement des ressources attentionnelles, et puis il y a un optimum, et puis il y a une courbe descendante qui correspond plus à ce qu'on appelle le stress. Ouais. Quelque chose en plus à dire dessus, ça va? Allez, un peu de vocabulaire. Top down, bottom up. Merci de m'avoir repris sur ce point. En effet, j'ai pris un raccourci parce que j'ai essayé de dire beaucoup de choses en peu de temps. Mais effectivement, vous avez parfaitement raison. C'est pas clair du tout. Ce que je voulais mentionner à ce stade-là de la présentation, c'est le fait que l'utilisation de l'Internet et celui notamment des réseaux sociaux laisse penser que l'ensemble de la population a la liberté de converser, de se mouvoir sur cette toile et donc de développer sa créativité. Et que cette créativité, à tout niveau, qu'elle soit d'ordre esthétique ou social, sociétal, philosophique, économique, va progressivement prendre de l'épaisseur et devenir quelque chose, un processus qui peut s'imposer totalement ou partiellement dans la conduite des États, par exemple. Ça, c'est ce qu'on pense, ce qu'on espère, mais c'est une illusion parce que actuellement l'Internet n'est pas du tout organisé pour faciliter ça. En revanche, il en donne tout à fait l'illusion. Ce qui se passe réellement, c'est que donc les GAFAM que j'ai évoqués tout à l'heure, donc je me méfie du vocabulaire, Google, Amazon, Facebook, je ne sais plus qui, et Microsoft et Apple, ouais, merci, ont des visées tout à fait libertariennes. C'est-à-dire que leur propos, c'est de s'affranchir de tout ce qui est contrainte. Que ce soit les contraintes fiscales, tout le monde en a entendu parler récemment, mais également des contraintes en termes de
comment dirais-je, sociales par rapport aux employés et des contraintes également éthiques. Hein, on a encore le slide, la diapositive à l'écran, des contraintes éthiques en lien avec tout ce qui a précédé jusqu'à présent dans le développement de la société. Et donc, ce que ça définit, c'est d'une part la masse des utilisateurs qui peuvent faire émerger des systèmes nouveaux, économiques, sociaux, politiques, etc. Ça, c'est le souhait, mais qui n'est pas, le robinet n'est pas ouvert. Ce qui est actuellement à l'œuvre, c'est la contrainte qui vient du haut, centralisée, et qui s'adresse à tout un chacun. Voilà, si je l'ai dit, j'espère que c'est clair. En tout cas, c'est le sujet que je voulais développer plus amplement. Alors, toujours dans le vocabulaire, mais je me méfie un peu de la situation, c'est sur le Dasein. J'ai l'impression que la réponse pourrait durer le reste de notre séminaire, n'est-ce pas? Non, c'est une question qui demanderait à être abordée en tant que telle. Hein. C'est vrai que... juste peut-être pour dire deux choses, en restant sur le thème de l'attention, pour ne pas dévier et pas parler de Heidegger pour lui-même, vous pouvez aller regarder dans Être et temps, il y a un paragraphe, le paragraphe 76, où Heidegger, justement, décrit cette dynamique de l'attention et de la surprise. Donc pour moi, ça a été une découverte, parce que je ne m'attendais pas à trouver ça dans Être et temps. J'avais lu Être et temps, et puis j'avais jamais été attentive, justement, à ce passage-là. Et comme quoi, quand on travaille sur un sujet, on découvre des choses qu'on croyait ne pas exister. Mais par contre, la description que fait Heidegger est une description qui ne prend pas en considération le Dasein. Dans ce passage-là, en fait, c'est une description qui se veut, comme il le dit, inauthentique. Il fait cette différence entre ce qui est ontique et ce qui est ontologique, ce qui est inauthentique, ce qui est authentique. Et pour lui, donc, cette dynamique de l'attention et de la surprise, il la place à un niveau inauthentique qui correspond à ce que j'ai décrit sur le mode de la surprise ordinaire. C'est-à-dire c'est l'attention captée, lui il parle d'accaparement, accaparé, et la surprise est une sorte de réflexe, de choses qui me tombent dessus. Donc c'est très empirique, c'est pensé sur un mode très empirique et très, du coup, disqualifiant pour Heidegger. C'est pas du tout notre attitude à nous en tant qu'être humain. En tout cas, ça ne devrait pas l'être, même si en réalité, on est sans cesse dans ce genre de type de fonctionnement. Et donc, du coup, s'il fallait rattacher le Dasein à l'attention, évidemment, il ne faudrait pas le penser sur ce modèle-là, puisque pour Heidegger, le Dasein, c'est au contraire cette façon de nommer autrement le sujet, la subjectivité, mais sur un mode qui lui donne l'ouverture. Heidegger parle beaucoup d'ouverture. La structure de l'ouverture, c'est central pour la compréhension du Dasein. Donc on serait beaucoup plus sur cette dimension de vigilance, d'une certaine façon, d'ouverture. Mais en disant cela, en fait, je reconstruis largement ce que Heidegger dit, parce que lui-même ne formule pas les choses ainsi du tout. Mais voilà, si on essaye de le repenser dans le format, ça donnerait ça, je pense. Il reste deux questions. La première, c'est sur la relation prédéterminée. Elle s'adressait à qui? Si c'est une seule personne... Non, ça peut... Alors, puisque j'ai nommé les trois contextes, qui étaient j'ai nommé historico-anthropologique, la question de la perception, et puis peut-être plus précisément la question des émotions qui ont été abordées juste à la fin, mais qui remettent en question l'idée de quelque chose de non prédéterminé. Qui commence à... Vous pouvez me rappeler la question? Tu peux la redire? Avec le micro. Je craignais c'est vraiment une question à tiroir en fait. Mais, donc simplement, je la redis comme je l'ai prononcé la première fois. Je m'interroge sur la notion de relation qui ne serait pas prédéterminée, puisque tous les intervenants ont mentionné des éléments de prédétermination dans la contextualisation de vos propos. Qui ne serait pas prédéterminé à quoi ou par quoi? Enfin, ça mérite un mot de plus quand même. Alors là, donc, ce sont des propos de Mme Delpraz sur
la notion d'ouverture, où je ne suis plus présent à moi par quelque chose qui est déterminé pour moi, mais donc en fonction d'une relation qui n'est pas prédéterminée. Si c'est vraiment adressé à vous, j'ajouterai la notion que vous avez évoquée très brièvement de Vipassana, où on tend effectivement peut-être vers ce que vous avez commencé à décrire dans le temps que vous aviez, mais où moi je m'interroge toujours sur cette notion au minimum d'une coloration de cette attention qui serait dépouillée d'un certain nombre de choses, mais qui pour moi reste néanmoins au minimum colorée de choses que je ne perçois pas. Oui. D'accord. Peut-être je vais rapidement ouvrir et puis permettre à mes collègues de développer aussi sur leur propre champ. Enfin, en philosophie, on utilisera un terme pour parler de ça, on va parler de contingence. En fait, c'est la notion de contingence qui va venir à l'esprit quand on évoque cette notion de non-prédétermination, qui est un peu complexe comme terme. On va parler de contingence, et s'il y a un auteur qui a vraiment développé cette notion de contingence, c'est Jean-Paul Sartre, dans sa théorie de la liberté, qui est une conception assez radicale et vraiment particulièrement intéressante, justement d'une forme de spontanéité. En fait, c'est aussi la notion de spontanéité qui va venir pour essayer de décrire ce type de relation à l'expérience. Donc je pense que ça peut résonner aussi par rapport à des pratiques méditatives, en fait. Donc voilà, je dirais juste cela, parce qu'on pourrait dire beaucoup plus de choses encore, mais... Oui. Je ne sais pas si c'est pertinent par rapport à votre question, mais c'est vrai que dans ce que j'ai appelé le codage prédictif, donc c'est ces modèles plus récents du cerveau qui impliquent des structures hiérarchiques entre les différentes aires corticales, les différentes aires du cerveau. Il y a le concept d'a priori. Et donc, en fait, donc l'idée, c'est que les aires de niveau supérieur prédisent les aires de niveau d'en dessous, mais il y a un moment où ça s'arrête, on ne peut pas monter jusqu'à l'infini. Et donc, en haut, ce qu'il y a, ce sont des a priori, c'est-à-dire des croyances, si on veut, qui sont immuables, ou en tout cas très peu muables. Et ça peut être quelque chose comme j'ai besoin de sucre dans mon sang, ou j'ai besoin de boire, des choses comme ça, des choses qui sont liées vraiment à notre existence terre à terre, je veux dire, de notre corps. Et en fait, ce sont ces a priori-là qui vont influencer jusque en bas, même certainement notre comportement, mais même notre perception. On ne comprend pas bien du tout comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Oui. Alors, en ce qui me concerne, c'est l'idée des déterminations progressives pour des choix prédictifs. En d'autres termes, on fait une requête sur Internet, par exemple, et cette requête fait déjà apparaître des requêtes antérieures qu'on a pu faire. La requête actuelle est nourrie par des requêtes antérieures, des croisements avec d'autres requêtes faites par d'autres gens avec qui on est en lien dans les réseaux sociaux ou autres. Et donc, il y a tout un processus qui est extrêmement rapide. Ça fonctionne à 230 000 km par seconde. Donc, il y a tout un processus qui oriente déjà le choix qu'on va faire. Et comme la réponse à notre demande, c'est un choix qui vient d'en haut vers le bas, comme je disais juste avant, eh bien, on est prêt à l'accepter, ce choix. C'est-à-dire qu'on a la réponse est prédéterminée déjà, et on accepte parce qu'on a déjà été orienté, etc. Donc, moi, je dirais que par rapport à la prédétermination, en deçà du discours philosophique et du discours scientifique, au plan du citoyen, la question, c'est plutôt de s'en affranchir. Dans cet angle-là. Je vais me permettre un écho aussi. Par rapport à cette question, j'ai été très surpris et inspiré par le premier schéma qui est sorti, celui fait avec Varela. Et je suis toujours inspiré par ces schémas très simples, parce que pour arriver à cette simplicité, on sent qu'il y a eu du boulot derrière. Mais la richesse du schéma montre bien, pour répondre donc à la question,
sur la prédétermination que la façon dont on va être en suspension, donc ne pas juger, la façon de rediriger l'attention sur la façon dont je suis focalisé, et puis cette disponibilité que je vais trouver, la façon dont je vais le faire va être définie par des contingences. Je pense que chacun va le faire à sa manière, parce qu'on part des mots, et après, à nous à expérimenter. La personne qui nous dit les mots traduit son expérience. Mais on ne peut pas toucher à son expérience à travers les mots, n'est-ce pas? Donc, à notre tour d'expérimenter ça, et là, le pari bouddhiste, je ne sais pas si c'est bien de le dire comme ça, c'est que dans ce processus-là, de sortir du jugement, d'une focalisation de plus en plus précise sur ma manière de connaître, ma manière de vivre les choses, et dans cette façon d'être ouvert, réceptif, les contingences internes au moins vont s'épuiser. Et c'est là où il y a une liberté qui peut être trouvée à travers le processus méditatif, mais qui demande du temps. Et je profite de ça pour dire que méditer ne signifie pas seulement calmer ou stabiliser, mais clarifier. Développer une capacité cognitive autre qui justement me rend plus libre. Alors je ne vais pas dire qu'il libère complètement, parce que c'est tout un processus. Mais en tout cas, on a là une méthode, une technique, une façon d'aborder les processus de connaissance cognitive qui peut effectivement nous dégager de certaines contingences et de certaines entraves. Il restait une dernière question, qui était en fait la première, et que je n'ai pas comprise même auditivement. Donc, est-ce que... Je pense l'avoir compris. Ok, oui. On est sauvé. Donc, la question, c'était de savoir si on peut représenter... Parce que j'ai parlé de filtre, mais disons, c'est plus une métaphore, en fait, que quelque chose de concret. Donc, dans le cas de l'attention sélective. Et dans le domaine du traitement du signal, donc, les ingénieurs parlent... Enfin, la façon dont ils décrivent les filtres, c'est techniquement ce qu'on appelle une convolution, c'est une opération mathématique, en fait. Mais dans l'attention, ça ne s'applique pas. Ça n'est pas à ce niveau de détail. C'est vraiment plus une métaphore que j'utilise, le terme de filtre, que quelque chose de concret. Par contre, on sait que dans le système visuel, par exemple, ce qui se passe dans les neurones, c'est plutôt une déconvolution. C'est-à-dire, et ça c'est plutôt en lien avec ce que j'ai appelé le codage prédictif, et avec la théorie de l'information, l'idée c'est qu'on essaye d'enlever tout ce qui est prévisible, et donc... tout ce qui est redondant aussi. Donc, par exemple, si on prend n'importe quelle image, il y a énormément d'informations dedans qui est redondante. Par exemple, le ciel bleu, si on prend un pixel de bleu, on sait que celui à côté il sera bleu aussi, et puis celui à côté sera bleu aussi. Et c'est l'idée qu'on utilise pour compacter les images, en fait. Et c'est ce que le cerveau fait aussi. Et donc, là, c'est un processus de déconvolution qui permet justement de garder que ce qui est intéressant dans l'image et d'économiser de l'information. Mais voilà, c'est juste à ce niveau-là en fait que ça se joue. Des choses à rajouter? Non. Ok. Oui, de rien. Il est 25. On a encore un peu de temps. Alors, j'ai vu qu'il y avait des doigts qui se levaient, que toutes les questions n'étaient pas épuisées. Donc, je vous propose de consacrer encore, si vous le voulez bien, quelques minutes. Même plus. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Une question scientifique. Y a-t-il une fonction cognitive prédominante dans le processus de l'attention, ou toutes les fonctions sont félicitées? Je répondais. Oui, allons-y. Mais je ne suis pas sûr de voir ce que vous voulez dire, parce que on peut déjà décrire l'attention comme un processus cognitif, en fait. Donc, non, je ne vois pas très bien, en fait, ce que vous voulez dire. Est-ce que vous pouvez reformuler, peut-être Il me semble qu'il existe plusieurs fonctions cognitives dans le cortex. Et on a la mémoire, on a le langage, toutes ces fonctions-là. Il y en a-t-il une qui serait prépondérante? D'accord. Ben oui, donc quand on parle d'attention, en général, ça s'applique plutôt au domaine de la perception. Après, comme j'en ai parlé, ça dépend évidemment du comportement. La perception est modulée par ce qu'on est en train de faire.
donc la prise de décision, etc. Mais l'attention s'applique à la perception. Après, elle peut s'appliquer aussi à la perception dans le domaine de la mémoire. C'est-à-dire qu'on peut, en l'absence d'informations visuelles, par exemple, on peut imaginer une scène et appliquer l'attention sur la scène imaginée. Et oui, un exemple très frappant de ça, par exemple, c'est dans l'héminégligence. Donc, l'héminégligence, c'est un trouble de l'attention qu'on observe chez les patients qui ont un AVC. Enfin, certains AVC localisés à des endroits bien précis. Et en fait, ils vont être incapables d'allouer leur attention vers la moitié du champ visuel. En général, c'est la moitié gauche. Et c'est très frappant, par exemple, s'ils mangent des petits pois, eh bien, ils vont manger tous les petits pois à droite et laisser tous les petits pois à gauche. Et ça s'applique, par exemple, si on leur demande de dessiner une maison ou une carte ou quoi que ce soit, ça va aussi se voir sur leur dessin. Mais ça se manifeste aussi quand on leur demande d'imaginer des scènes. Donc si on leur demande d'imaginer une scène dont on sait qu'ils la connaissent, par exemple une cathédrale ou quelque chose qu'ils connaissent, et bien ils vont décrire tout ce qui est à droite et pas du tout ce qui est à gauche. Alors là, ça se joue uniquement dans le domaine de la mémoire. Mais donc ça s'applique aussi à ce niveau-là. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Ouais. Ouais. Bonjour. J'ai pu comprendre au niveau matériel, si j'ose dire, que la production de noradrénaline joue un rôle important dans le processus d'attention. Est-ce que déjà, est-ce que la production est la même chez chaque être humain? Je ne sais pas. Et pour élargir un peu plus la question, j'ai pu comprendre avec M. Aguilar aussi que les phénomènes sociétaux, environnementaux ont un lien avec notre capacité d'attention. Donc j'aimerais savoir à quel point on est réellement acteur de notre capacité d'attention et à quel point des choses limitent ou augmentent cette capacité. Voilà une question qui est destinée aux trois. Je commence ? Oui. Oui, donc la noradrénaline chez l'humain, on connaît peu en fait, tout simplement parce que c'est très difficile à mesurer. Donc on sait le faire chez l'animal, on sait beaucoup moins le faire chez l'humain. Par contre, on suppose que non, que la réponse est non, puisque par exemple dans les troubles déficit de l'attention, le traitement il agit justement sur la noradrénaline. Donc c'est un traitement qui va augmenter la noradrénaline dans le cerveau. Et on sait qu'il est efficace, donc on suppose du coup que c'est parce qu'il y a un déficit de noradrénaline que les troubles de l'attention se manifestent. Après, c'est pas si évident qu'il y a vraiment un lien de causalité, mais en tout cas, c'est ce qu'on pense. Et alors probablement, bon, les troubles de déficit de l'attention, c'est un cas pathologique, mais probablement qu'il y a toute une gradation en fait de ce caractère-là chez tout le monde en fait. Et effectivement, il y a une variation du niveau de noradrénaline. Ouais. Quand vous parlez d'acteur ou de limité, j'ai tendance à entendre selon que l'on est libre ou que l'on subit. Voilà. Bon. Alors, donc, comme vous me confirmez ce décodage, ça introduit un troisième terme, qui est celui de l'impact émotionnel. Donc, par rapport au contexte, le subir ou en être, non pas libre, mais enfin, de le subir moindrement, n'est-ce pas? C'est d'une part, effectivement, atténuer l'impact émotionnel d'un contexte ou l'impact culturel, le culturel ayant aussi à voir, mais enfin plus précisément l'impact culturel, parce qu'on est héritier d'une culture selon qu'on est en Asie, en Afrique, en Europe ou ailleurs, par la connaissance de ce qui précède. Et ça, c'est un point sur lequel on a beaucoup insisté, mais malheureusement de façon assez vaine, au Conseil de l'Europe pendant des années, c'est-à-dire de mettre l'accent en termes d'éducation beaucoup plus sur les humanités et la connaissance de l'histoire. Et ça, c'est un immense déficit
qu'il faut arriver à combler d'une façon ou d'une autre, parce que c'est ce qui permet de relativement et très relativement s'affranchir du contexte et d'avoir une disponibilité cognitive, attentionnelle et autres un peu plus importante. Je sais pas, peut-être juste un mot sur une thématique qui est liée à votre question, mais qui a été aussi un peu évoquée dans quelques autres prises de parole de manière plus indirecte. C'était le statut des émotions, puisque vous parliez aussi de l'impact émotionnel, et en lien avec aussi avec cette dimension cognitive de l'attention. Est-ce que c'est une fonction cognitive ou est-ce qu'il y a d'autres dimensions de l'attention qui peuvent être en jeu? Et il me semble que il serait en tout cas intéressant d'avoir en tête au moins une ambivalence de l'émotion, parce qu'on a insisté sur la dimension de perturbation ou d'impact émotionnel négatif ou de troubles de l'attention, du coup, qui ont des effets émotionnels forts. Mais dans l'émotion, il y a aussi une dimension de facilitation, enfin, ou de dimension qu'on peut activer positivement. Alors ça renvoie par exemple en neurosciences aussi à tout ce qui a été indirectement évoqué autour du circuit du plaisir, hein, du fait qu'on va, voilà, ou de la motivation, hein, dans les conseils qui étaient donnés. Ouais, il y a cette dimension de l'émotion qui peut être très productive pour justement développer des capacités attentionnelles. Et en ce sens, alors est-ce que ça reste une fonction cognitive, et qu'est-ce qu'on entend par cognitif à cet endroit-là, enfin, ou est-ce qu'il n'y a pas une autre dimension au niveau de l'attention qui correspond à des niveaux beaucoup plus comment dire, parler du cortex singulaire, donc du niveau plus du cerveau reptilien, hein, donc plus du vivant de base, enfin des fonctions de base, enfin, qui ne sont pas forcément des fonctions cognitives élevées. On peut dire que tout est cognitif d'un certain point de vue, mais bon, voilà, il y a des niveaux différents, et à ce moment-là, peut-être que l'impact émotionnel positif de l'attention, il peut se situer à ce niveau-là. Enfin, bon, voilà, c'est pour répondre à différentes choses qui se sont dites directement. Michel, tu as promis un mot. Merci, oui. Un mot très rapide, et merci, je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que quand je parle de l'impact émotionnel, il peut être perçu comme étant extrêmement positif aussi bien. C'est pas uniquement négatif. Par exemple, une surexcitation de satisfaction. Alors, si j'essaye de récapituler, c'est subjectif, c'est une porte d'entrée pour conclure, une porte de sortie en fait. Le cerveau construit un modèle de perception. Il n'est pas comme un appareil photo ou une caméra, il construit un modèle de perception. Et l'exemple des carrés de couleurs différentes, ou plus exactement de même couleur, nous l'a bien montré. En phénoménologie, on travaille, me semble-t-il, si j'ai bien compris, sur l'interprétation que l'on a du monde, et notamment ce retour à soi-même, comment je suis focalisé, quel est mon vécu. Et on se rend compte que le vécu n'est que le vécu. Donc où est la réalité là-dedans? Et quand Michel nous a parlé, il nous a montré combien on était sous influence avec les 4 différents types d'attention. Donc, en fin de cette matinée, je trouve très intéressant de se questionner de ce que nous percevons de nous-mêmes et des autres. Et comment, et je rajouterai ça à la conclusion, comment, en fait, l'attention peut être un outil précieux pour clarifier ce que nous sommes et la relation à l'autre, parce que les connaissances que nous avons sont tellement précieuses pour nous aider au discernement, mais la connaissance contient en elle-même la limite. Et donc, il y a à trouver des ressources internes, c'est le bouddhiste qui vous parle là, il y a à trouver des ressources internes pour, au-delà d'une connaissance mentale, conceptuelle, de développer par l'attention, justement, une capacité à connaître de façon moins voilée, moins obscurcie, plus directe peut-être. Et c'est là où le mot de processus, je le trouvais extrêmement intéressant et une ressource précieuse. Ne figeons pas les états, et la surprise peut effectivement nous bloquer, mais elle est aussi source de redécouverte. Et nous sommes sans cesse
dans un processus de connaissance qui peut, pas à pas, et c'est la raison pour laquelle on est rassemblés ici, clarifier les choses. Il me semble que les deux mots que je retiens de cette matinée, c'est clarifier d'une part et processus d'autre part. Nous restons dans du vivant. Et ceci clôturera la matinée. Nathalie doit s'en aller, je pense. Vous devez partir. Donc merci beaucoup de votre participation. C'était précieux d'avoir...